Bonjour à toi jeune moussaillon intrépide et bienvenue dans cette vidéo sur Pirates des Caraïbes 5, la vengeance de Salazar, ou Pirates des Caraïbes 5, Dead Men Tell No Tales, dont j'adore ce titre anglais, il est vachement plus poétique. C'est dommage qu'on l'ait renommé comme ça en France, mais bon. Donc de Joachim Bonning et Espen Sandberg. L'histoire, c'est celle de Henry Turner et de Karina Smith. Donc Henry Turner est un jeune matelot qui s'est retrouvé en prison parce qu'il a fait une mutinerie sur le navire où il était. Et Karina Smith est accusée de sorcellerie dans un petit village des Caraïbes. Et en fait, les deux vont se retrouver au milieu d'une aventure épique où ils vont devoir retrouver le trident de Poséidon avec l'aide de Jack Sparrow qui s'est retrouvé au milieu de tout ça parce qu'il braquait une banque et alors que le braquage a foiré, il s'est retrouvé sans équipage et dépecer de ses biens. On a beaucoup réfléchi pour essayer de résumer le film sans trop en dire. Et on s'est dit avec Jack, que je vais faire intervenir dans l'écran tout de suite, que c'était le mieux. Comment vas-tu, Jack? Très bien, et toi? Eh ben écoute, bien, surpris, Mhm. parce Ouais, que... moi aussi, quelque part, hein. Oui, c'est ça. Non, mais je suis surpris à la fois parce que je ne m'attendais pas à avoir l'avis que je vais dire sur le film, et surtout je ne m'attendais pas à ce que on échange de position comme ça. Parce qu'avec Jack, en fait, quand on a C'est commencé vrai. à parler de faire la vidéo sur ce film, on avait chacun nos petits avis. Quasiment à l'entrée en salle, on savait ce qu'on avait pensé du film, et à la sortie de la salle, on a quasi l'avis inverse. Oui, oui, tout à fait. Donc, Pirates des Caraïbes 5. Projet qui traîne dans les cartons de Disney depuis à peu près 3-4 ans, parce que La Fontaine de Jouvence a été un fiasco critique, mais pas du tout bancaire, forcément, ça a cartonné, tout le monde allait le voir, donc un cinquième était forcément en chantier. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'ils ne savaient pas qui mettre derrière la caméra, ensuite le projet a été retardé à de nombreuses reprises, il y a eu des problèmes de casting, il y a eu des problèmes d'écriture, ils ont changé beaucoup de fois de scénariste, ils ont repoussé des décors, ils ont repoussé des moments de tournage, pour au final qu'on arrive à ce long métrage que certains appelleront bâtard et d'autres appelleront un objet étrange. Et je vais tout de suite me tourner vers toi, Jack, et te demander ce que tu as pensé de Pirates des Caraïbes 5. En énorme fan de la saga, là, on va pas se le cacher, c'est la déception. Forcément. Parce que ce film, c'est c'est sympa, mais sans plus. Et ce sans plus me gêne énormément. Et j'ai du mal à vraiment mettre des mots là-dessus, mais vraiment, voilà. C'est un film, pour résumer, qui est bien, mais sans plus. Voilà. Et ben je vais dire la même chose que Jack, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que je m'attendais tellement à ce que ça soit foireux comme film, parce que quand tu mets à la direction de la réalisation les deux metteurs en scène de Bandidas, écrit par Luc Besson, donc qui n'est pas forcément reconnu pour être un grand film, et que tu mets en plus à l'écriture, à la place des frères Rossio, Jeff Nathanson, à qui on doit le script de Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, ben on se dit que ça va être mauvais. On se dit tout simplement que ça va être mauvais. Et la Pirates des Caraïbes 5, pour moi, c'est pas mauvais parce que justement, c'est surprenant. C'est même étonnant, je dirais, carrément. Mhm. Et je suis vraiment convaincu par le film au final, dans le sens où c'est un divertissement qui se prend pas la tête, qui va au bout de son délire, qui est clairement con, mais qui l'assume Oui. dans le bon sens, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, les mauvaises nouvelles, ça massait puisque Hans Zimmer n'était plus à la musique. Enfin, on apprenait comme ça des choses tous les jours et au final, moi, je m'attendais vraiment à ce que le film soit vraiment pas terrible. Euh, et au final, c'est sympa, mais voilà, c'est très difficile pour moi d'en parler, hein. Je vais pas vous le cacher, je sors de la salle. Ouais, mais c'est un film qui s'assume, au moins. C'est pas un film qui a honte de ce qu'il fait, il le fait à fond. Il va pas prendre de pincettes. Et quelque part, c'est une qualité parce qu'on a un film qui s'assume. Donc, oui, j'arrive pas à placer de mots là-dessus. Mais Je non, suis mais je désolé. vois ce que tu veux dire, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est que c'est un film qui... C'est un film qui, je pense, dans un sens, tu vas peut-être pas me contredire, mais est fait pour décevoir en fait parce que les mecs ont envie de raconter quelque chose d'autre que ce que Verbinski et Marshall ont fait, parce qu'ils savent qu'ils pourront Mhm. pas être l'égal de Verbinski, et en même temps, ils savent qu'ils doivent pas se foirer comme Marshall. Parce que Marshall s'est vraiment foiré, il est vraiment parti à côté de Oui. la plaque pour certains sur La Fontaine de Jouvence, donc ils se disent, Mhm. il faut qu'on soit dans la veine de Verbinski,
sans faire la même chose que lui parce qu'on ne pourra pas. Et il ne faut pas qu'on fasse comme Marshall, parce que Marshall, c'est complètement foiré. Donc, on se retrouve avec cette espèce de film bâtard qui crée des interconnexions avec les 3 premiers volets qui sont extrêmement foutraques et qui en même temps essaie de se créer une petite identité avec ce côté hyper humoristique, beaucoup plus orienté gag visuel que ce qu'on avait pu voir sur le 1, le 2 et le 3, où là on jouait plus sur l'envergure de l'épique et où le comique venait comme des espèces de petites nuances mais au sein de l'épique. Là on se retrouve avec une œuvre qui a de l'humour épique mais qui est avant tout de l'humour et pas de l'épique. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, en y réfléchissant, je trouve que c'est un film qui est fouillis, puisque il a tendance déjà à invoquer énormément de choses de la première trilogie qui sont mythiques, qui font vraiment la base de la première trilogie, à savoir par exemple le couple Will Turner et Elizabeth Swann, sans spoiler, hein, on les voyait à travers la promo. À la fois, il va proposer quelque chose de nouveau, il veut changer, amener beaucoup de choses qui sont nouvelles et qu'on n'a pas vues auparavant, en bien ou en mauvais. Il joue beaucoup sur l'humour, des fois c'est complètement maladroit et à la fois très, très digne des premiers opus, mais je trouve que c'est tellement le bordel, et ce à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du scénario, avec les intrigues qui s'entremêlent et qui vont dans tous les sens, ou même parfois au niveau de la mise en scène, ou des effets spéciaux, je trouve que c'est vraiment le fouillis dans ce film. Ah mais je vois totalement ce que tu veux dire. Moi déjà je le ressens dans l'écriture parce que bon, c'est Jeff Nathanson qui a écrit le scénario tout seul et à la base il s'est basé donc sur les personnages créés dans la trilogie et dans La Fontaine de Jouvence ainsi que sur une idée originale développée par lui et Terry Rossio. Donc Terry Rossio qui était un des créateurs de la saga Pirates des Caraïbes. Oui. Moi je ressens cette espèce de manque de créativité inhérent dans l'écriture de Jeff Nathanson. C'est un scénariste qui s'est toujours reposé sur les cinéastes chez qui il venait piquer des bases d'écriture. Et je trouve que là, on ressent tout ce qu'il a accumulé sur le royaume du crâne de cristal. Dans le sens où, sans trop en développer, on a les mêmes types de thématiques que dans le royaume du crâne de cristal. C'est-à-dire cette filiation avec la paternité présente tout au long du film. Mais vraiment tout au long, dès la première séquence, ça nous est plombé, on nous montre tout de suite, regardez, ce film va être sur l'histoire d'un jeune garçon qui va devoir renouer des liens avec son père, ou d'une jeune fille qui va devoir apprendre à vivre sans père, ou de tel personnage qui va se retrouver au travers de tel autre. Enfin, c'est un film qui se joue sur la projection que l'on fait de soi dans l'autre, constamment. Oui. Et pas uniquement dans la paternité aussi, c'est un film qui joue beaucoup là-dessus. Par exemple, le fait que Salazar se projette constamment dans la personne de Jack Sparrow, le fait qu'on ait Barbossa qui se projette constamment dans un autre personnage que je ne vais pas évoquer, le fait qu'on ait le personnage de Turner qui se projette forcément dans son père, ainsi de suite. On a des idées de projection, c'est une idée intéressante. Le souci, c'est que, comme tu l'as dit, c'est mêlé dans un espèce de patchwork d'idées tellement bâtardes et tellement foutraques qu'à la fin, ben c'est ce que je te disais juste avant de tourner cette vidéo, on n'arrive pas à analyser ce qu'il a voulu vraiment raconter Nathanson. Ouais, on a rien à en dire parce qu'il y a des idées intéressantes dans le fond, il y a pas mal de trucs, de clins d'œil qui ouvraient des pistes que je trouve super intéressantes, vraiment, qui auraient pu vraiment facilement introduire de nouvelles aventures pour Jack Sparrow à l'avenir, hein, faire carrément des films, mais à chaque fois c'était tellement juste en pointillé, c'était tellement pas profond et tellement jeté comme ça. C'était du gâchis et Dieu sait qu'il y a de bonnes idées dans ce film, hein, visuelles ou narratives, il y a de bonnes idées, mais ouais, c'est tellement peu subtil et peu approfondi que ouais, c'est du superficiel, c'est superficiel, hein, je pense. C'est le beau mot, parce que moi c'est ce qui m'a choqué en fait quand on arrive à la fin du film. Le long métrage est conçu comme un one shot. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il se voit comme cette fameuse envergure qu'on n'arrête pas de nous vendre, c'est-à-dire cette nouvelle trilogie. Ce fait que La Fontaine de Jouvence ait initié une nouvelle série de 3 films. Et pire du pire, alors là, mais on ne peut pas trop en dire, mais la scène post-générique annonce quelque chose qui, de mon côté, me fait très peur, parce que déjà que j'en discutais avec la personne avec qui j'ai vu le film au ciné, il me disait, dis donc, La Vengeance de Salazar, ça ressemble quand même un petit peu à La Malédiction du Black Pearl. Et quand j'ai vu la fin de La Vengeance de Salazar, je me suis dit, ok, on est reparti pour le coffre maudit et jusqu'au bout du monde, quoi. La scène bonus, honnêtement, j'étais impatient parce que
dans les articles que j'avais lus auparavant, il disait attention, vous allez hurler de joie. J'ai hurlé de déplaisir. J'ai vraiment... C'est... Comment vous dire? J'ai l'impression, là, honnêtement, à chaud, que Pirates des Caraïbes 6, s'il se fait, hein, puisque apparemment il n'y a rien trop d'officiel, même si je suis sûr qu'il le prépare, là je le sens pas du tout. Je sens que ça peut vraiment être une merde et ruiner ce qui avance. C'est ça le pire en fait. C'est même pas que le film soit mauvais, c'est que il a tellement tendance à invoquer d'anciennes choses, et là dans la scène post-générique, c'est complètement ça, que ça peut endommager, entacher l'image qu'on a de ces choses-là. Et je trouve ça tellement dommage de ruiner un mythe pareil, vraiment. Que le film soit mauvais, ok, mais ruiner ce qui a été fait avant, non, là vraiment, je peux pas encaisser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui me dérange aussi, au travers de tout ça et au travers de ce qu'on en tire au final, en tout cas dans l'écriture, parce que voilà, les thématiques sont intéressantes, mais ce qui me dérange vraiment et profondément, c'est que le film est à l'image de tout ce que Hollywood fait actuellement. En termes d'écriture, j'entends. Après, on passera sur la mise en scène, mais en termes d'écriture, ça représente tout ce qui bouffe Hollywood aujourd'hui. Des clins d'œil au passé et aucun regard vers l'avant. Et autant, par exemple, on pouvait critiquer Ghost in the Shell comme quoi c'était un film qui manquait d'invention, au moins Ghost in the Shell tentait un petit peu de réécrire la base de l'histoire. Là, ici, Pirates des Caraïbes 5 ne fait qu'évoquer constamment Pirates des Caraïbes 1, 2 et 3, en se gardant bien de complètement squeezer le 4. Hein. C'est comme si le 4 n'avait jamais existé, hein, littéralement. Hein. Le 4, ils en ont rien à foutre. Ce qui, moi, je trouve, est scandaleux, parce qu'en sachant que le 4 devait initier une nouvelle trilogie, dire carrément au début du 5, enfin, de faire comme si le 4 n'avait pas existé, c'est dire que cette fameuse nouvelle trilogie, en gros, ça sera un enchaînement de one-shot, quoi. Ça va être La Fontaine de Jouvence one-shot, La Vengeance de Salazar one-shot, et le prochain one-shot encore. Enfin, à part la scène post-générique, rien n'évoque que le 6e film puisse être vraiment un long-métrage dans la continuité de La Vengeance de Salazar. Déjà, tout ce qui fait partie des conséquences du 4e épisode est soit mentionné quand c'est utile au scénario, soit complètement évincé, puisque par exemple il y a le Black Pearl en bouteille, ça c'était torché, vraiment, ça aurait pu vraiment faire un point d'intrigue intéressant, un point de démarrage au film, hein, tout simplement, et non, c'est torché. Et puis, vraiment, au bout du 3e film, ils peuvent pas tout lier, puisqu'on a déjà La Fontaine de Jouvence qui se voulait comme un film unique, vraiment, je sens pas la volonté d'en faire une trilogie derrière. Ce film-là, je comptais beaucoup dessus pour rattraper les choses, et au travers de la bande-annonce et de la promotion, je pensais vraiment qu'il voulait faire quelque chose un peu comme Jusqu'au bout du monde, qui lirait vraiment tout. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont introduites maladroitement. Et non, ouais, ça se veut trop comme un one-shot. Il n'y a pas de trilogie vraiment. J'ai l'impression qu'on aura la première trilogie, puis ensuite 3 films comme ça, indépendants. Et j'aime pas du tout ça. Ça fait un peu film dérivé en plus, je trouve. Donc non, j'aime pas ça. Ouais, c'est particulier, ouais, c'est clairement particulier. Après, pour la mise en scène de Bonnig et Sandberg, bon, après on pourra dire ce qu'on veut de Bandidas, hein, c'est un mauvais film, mais c'est surtout dû à l'écriture de Besson finalement. Parce que Bonnig et Sandberg, c'est 2 metteurs en scène qui conçoivent le divertissement avec un certain enjouement en fait, qui rend le truc plutôt fun. Et je pense que c'est ça qui fait que quand on ressort de Pirates des Caraïbes 5, en tout cas de mon côté, on a du mal à se dire que c'est vraiment mauvais parce que on a pris son pied, on a trouvé le truc fun, rythmé, plutôt dynamique. Moi, là où je vois un énorme défaut, c'est dans ce que je te disais juste avant de passer à l'écriture, c'est que Bonnig et Sandberg savent qu'ils ne peuvent pas faire du Verbinski et qu'ils ne doivent pas faire du Marshall. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font finalement ce qu'a fait Marshall, c'est-à-dire rester dans l'ombre de Verbinski constamment. Et on se retrouve avec un film qui est beau, qui est intéressant quant à sa mise en scène, mais qui sonne comme du Verbinski réchauffé. Et à aucun moment on se dit « Oh, dis donc, c'est Bonnig et Sandberg, il y a cette manière de filmer l'action, il y a cette manière de regarder les personnages, il y a cette manière de capter leurs mouvements. » Non, c'est du Verbinski, avec peut-être un petit côté un peu plus dark dans le choix des couleurs et dans le patchwork de la mise en scène, mais c'est du Verbinski, les gars, c'est triste, quoi. On aurait pu mettre n'importe quel autre metteur en scène ou le créditer en tant que réalisateur. Ben, moi, on m'aurait mis Rupert Sanders ou on m'aurait mis, je sais pas, on m'aurait mis n'importe quel autre metteur en scène actuel. J'aurais fait, bah oui, ça peut être de lui, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, tu dis c'est du Verbinski vraiment, c'est du sous-Verbinski. Ah oui, c'est du sous-Verbinski, c'est dans le sens, c'est de la copie de Verbinski, c'est pas du Verbinski. Hein. Ah mais totalement.
Et puis, bon, les nouvelles choses qui sont, si je peux dire, ajoutées au niveau de la mise en scène, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants, il y a des plans que j'ai trouvé plutôt bien composés. Après, il y a ces espèces de zooms qui ont sûrement un nom, un peu comme Zack Snyder le fait dans Man of Steel, où en fait, il y a un cadre qui est très large, et d'un coup, hop, un gros zoom sur un détail. Ouais. Dans Pirates des Caraïbes, je trouve pas que c'est excellent. Moi, c'est un effet de mise en scène qui ne me déplaît pas du tout, mais dans Pirates des Caraïbes, surtout quand on est habitué à ce côté un peu kitsch dans la mise en scène, ça passe avec difficulté quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, je t'avoue que ce que je trouve intéressant, encore une fois, et ça rebondit un petit peu avec l'écriture, c'est la mise en scène de l'humour, en fait, qui je trouve est vraiment intéressante parce que la première séquence, celle qu'on a décrite dans l'introduction, avec ce fameux braquage, c'est vraiment bien monté et c'est vraiment très dynamique quant à la perspective humoristique de la séquence. Et c'est le souci un peu du long métrage, et je trouve ça se ressent vraiment plus le film se déroule, et surtout quand on arrive sur le dernier tiers du film, ça manque clairement d'émotion, hein. Et moi, ça m'a vraiment plombé pendant une bonne partie du film, j'étais en train de me dire, il n'y a pas d'attachement au personnage, et il y a cette espèce de bascule durant le dernier acte, où il y a un lien qui se crée entre deux personnages, qui veut créer de l'émotion d'un seul coup, comme ça, de manière extrêmement bâtarde. Et j'étais en train de me dire, attendez, vous êtes sérieux les gars, là, ça fait 2 heures que vous nous baladez dans un univers, et d'un seul coup, vous vous dites, ah dis donc, ça manque d'émotion, et si on en rajoute un petit peu. Ce qui fait qu'au bout d'1 heure et demie, ben, t'as beau rajouter de l'émotion, t'en as toujours rien à foutre de tes persos, quoi. Ouais, les personnages sont vraiment pas torchés pour la plupart, Sous-exploités. mais quand même un peu. Ouais, sous-exploité, mais pourtant ça partait quand même d'un bon truc, et j'étais plutôt content. C'était que Jack Sparrow, personnage principal, n'était plus que l'ombre de lui-même. Et je trouvais que cette idée était plutôt cool en fait, d'avoir un pirate qui a perdu sa chance, sachant que Jack triomphait généralement par chance, parce que voilà, c'est quelqu'un de très chanceux qui tape dans une corde et va faire 3 saltos en l'air et s'échapper. Je trouvais que c'était très intéressant, mais en fait ils le prennent tellement. Enfin, il montre tellement qu'il est malchanceux que des fois il va tout simplement paraître con. Par exemple, pour le compas, sans spoiler, ceux qui ont vu le film comprendront. Mais des fois il paraît tout simplement con, et j'ai horreur de ça parce que je trouve que Jack Sparrow est quelqu'un finalement de très intelligent qui a toujours su manipuler les gens qui sont autour de lui. Et là vraiment j'ai l'impression que il traitait comme un idiot la plupart du temps. Ah bah il l'est traité comme un idiot. C'était plus subtil dans les premiers films. Ils l'ont traité comme un idiot, hein, et là-dessus c'est peut-être à la fois une erreur, et je pense une envie de se démarquer toujours dans cette optique de ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites par le passé. Ouais. Et en cela, c'est assez louable. Après, ça ne sert pas forcément le long métrage, comme tu le dis si bien, ça rend le personnage con, et derrière, ça fait que vu que c'est le personnage auquel on est supposé s'identifier tout de suite, ça fait que en tant que spectateur, on se dit bah ouais, mais c'est quoi le principe? C'est ce personnage il est con, ou je dois le trouver hyper bien, je dois être dans l'empathie pour lui, ou je dois être au contraire dans la sympathie. Enfin, c'est vraiment l'émotion est pour moi un énorme défaut de ce long métrage qui se ressent au fil de son déroulé et vraiment dans la manière avec laquelle il choisit d'évoquer les liens qu'entretiennent chacun des personnages. Et c'est dommage parce que dans la manière avec laquelle c'est montré au début, il y aurait pu avoir un meilleur lien évoqué entre Turner et Sparrow. Et c'est vraiment torché pendant une grosse partie du film. Ouais, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une sorte de lien. Je pensais vraiment que Jack Sparrow allait entretenir un lien qui est très différent de celui qu'il avait pu entretenir avec les autres personnages dans les autres films, puisque, par exemple, avec Elizabeth et Will, il était à égal, si je peux dire. Même tranche d'âge, quasiment, et du coup, il pouvait clairement s'incruster dans le couple, et je trouvais ça très intelligent. Et en fait, de voir qu'il allait avoir un couple plus jeune, je me suis dit, ah bah Jack va apparaître comme un père, encore cette thématique du père. Au final, non. Jack, il est là, il donne des conseils pour séduire, et souvent, c'est pas hyper drôle. Mais d'ailleurs, ce film est bizarrement porté sur le sexe. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. C'est même pas sur le sexe, en fait, c'est le sexe version Disney, quoi. C'est-à-dire le sexe hyper édulcoré où on évoque rarement le rapport sexuel, mais on évoque le fait que les personnages soient potentiellement attirés les uns par les autres. Enfin, c'est vrai que c'est assez malaisant même des fois, hein, quand il faut le reconnaître. Ça donne lieu à des séquences quand même où tu te retrouves avec Jack Sparrow qui donne des conseils à Turner pour aller pécho de la meuf, et c'est pas très drôle en fait ces séquences-là. C'est pas vraiment ces séquences-là qui sont les plus drôles, quoi. Je me rappelle même pas avoir rigolé en fait devant ces séquences-là. Je me rappelle plutôt avoir été en mode c'est chelou quand même les gars. Enfin, c'est 2 enfants quasiment, et Jack Sparrow il est plutôt jeune là dans ce film, donc
C'est glauque. Ouais, et puis Jack qui fantasme un peu sur la jeune. Bon, voilà, c'est pas terrible, mais je pensais vraiment qu'il y allait avoir une prise de responsabilité de la part de Jack, qui allait enfin peut-être assumer quelque chose et prendre sous son aile Henry, du coup. Je m'attendais vraiment à ce que voilà, il soit un peu le père, si je peux dire, de cet opus. Et finalement, non, pas du tout. Tandis que ça aurait été, selon moi, quelque chose d'intéressant à exploiter, quoi. Encore une nouvelle phase du personnage qu'ils auraient pu exploiter, qui semble effleurer à un moment, mais seulement c'est sur effleuré. le côté sexe, quoi. C'est effleuré. Au niveau du casting, alors moi j'ai un gros souci avec Brenton Thwaites et Kaya Scodelario, que je trouve Moi pas aussi. très bons. Je les trouve pas Non. vraiment bons. Ils sont pas mauvais, mais c'est deux acteurs qui sont plutôt talentueux dans leur genre, même si Scodelario il est surtout connu pour Le Labyrinthe et Thwaites pour Gods of Egypt l'année dernière, ce qui est pas forcément un monument du genre. Mais c'est deux acteurs qui sont plutôt doués, et là dans le film, il y a Scodelario qui a 2-3 séquences, je trouve, où elle est plutôt bien. Mais Thwaites, Oui. lui, par exemple, il est hyper lisse du début à la fin. C'est limite pour te dire, je trouve que le gamin qui joue au tout début de Turner, est beaucoup plus convaincant durant les 5 minutes où on le voit que Thwaites pendant tout le reste du film. Je suis d'accord, maintenant que tu m'y fais penser, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on voit sa version jeune au début du film, ouais. Ouais, mais en fait, si tu veux, il y a des scènes, je croyais pas du tout en ce qu'il jouait, et puis, je sais pas, ça m'a fait penser à du téléfilm Disney, en fait. Je me suis dit, bah, il jouerait bien dans un téléfilm Disney, Mais un dans téléfilm Pirates des Disney. Caraïbes. Puis, il y a aussi un autre souci qui est à la fois au niveau du casting, mais aussi des personnages, de l'écriture des personnages, c'est qu'ils se font totalement bouffer par les grandes figures qui sont autour d'eux, même si elles sont mal C'est exploitées. clair, il y en a Ils trois, sont il y en a totalement trois qui bouffés. les bouffent, hein, clairement. Hein. Enfin, Ils Johnny sont Depp, totalement lui, bouffés par Jack. Johnny Depp, Voilà. voilà, il est très bien. De toute façon, c'est le personnage qu'il maîtrise le mieux, je trouve, dans sa carrière, avec peut-être la plupart des personnages qu'il a joués pour Burton, mais c'est un des personnages qu'il a le mieux maîtrisé dans sa carrière d'acteur. Et encore une fois, il prouve que même quand il est con, il est capable de bien le tourner et de bien le jouer. Ouais. Pour moi, le gros coup de cœur, ça reste Geoffrey Rush, que je trouve dans ce film vraiment excellent. Ouais. C'est l'écriture qui lui fait défaut, hein, après, je trouve. C'est ça, mais en C'est tant que pas tel, très lui, il se subtil, donne mais, vraiment à fond, et il y a plein de séquences où je trouvais que lui rendait vraiment bien. Parce qu'après, j'ai un gros souci avec Javier Bardem. Oui, moi aussi. Il est bien, mais il est dans la caricature, et Bardem, quand il est dans la caricature, bah, ça fonctionne une fois sur deux, quoi. Genre Spectre, ça fonctionne à merveille. Mais là, ici, quoi, ça, il y a des moments où j'étais en train de me dire, ah ouais... Skyfall, non Oui, Skyfall. Mais dans Skyfall, ouais, il avait quelque chose. Tu vois, il était dans la caricature, il était dans l'extravagance, il était dans le surjeu. Ouais. Mais c'était pas tourné de la même manière, et le contexte du film rendrait le truc, on va dire, presque logique. Là, ici, on se retrouve avec un personnage qui est dans l'extravagance, mais ça sonne complètement décalage par rapport à ce qu'il veut retranscrire en termes vraiment de situation, ce personnage. Et Javier Bardem, résultat, bah, il sonne un peu à côté de la plaque, je trouve. Mais c'est même au sein du film une scène sur deux, parce qu'au début il y a toute une iconisation du personnage qui fonctionne beaucoup, et c'est celle qu'on voyait dans les bandes annonces, avec ce personnage qui est très flippant, très sombre, et moi je me suis dit voilà, on tient un méchant, peut-être pas un David Jones, parce que David Jones pour moi c'est un des meilleurs méchants qu'on ait eu, mais je me suis dit le personnage est ouf. Et à partir du moment où il commence à jouer sur l'humour avec le méchant, déjà ça dédramatise le truc totalement, décrédibilise le méchant totalement. Puis quand il est à Jack Sparrow, qu'est-ce que tu fais, mec? Ah ouais, non, Qu'est-ce que non, tu ouais, fais non, non. Enfin, je veux dire, le mec, je sais pas, je sais pas, il était totalement à côté de la plaque. Et Javier Bardem pourtant sait jouer les méchants dans un Cohen, je sais plus lequel. Oui, bah oui, No Country for All Men, là, il était vraiment excellent. Mais Exactement. tu vois, pareil, sobriété. Et quand il est dans l'extravagance, c'est soit ça fonctionne parce que le contexte du film fait que ça fonctionne, Skyfall, soit ça fonctionne pas parce que le contexte du personnage n'appuie pas ça, Pirates des Caraïbes 5. Après, je pense pas que ce soit une erreur de casting. Ah non, non, non. C'est l'écriture, encore une fois. C'est soit l'écriture, Comme pour soit une Geoffrey Rush. direction d'acteur qui est peut-être délaissée, parce que là, quand même, ce qu'on tire comme bilan, c'est cette espèce de sensation que Bonning et Sandberg n'ont pas forcément su gérer leurs acteurs. Que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est parce qu'ils étaient déjà ancrés dans leur personnage, mais que ceux qui s'en sortent moins bien, c'est des nouveaux. Parce que tu remarqueras, Thwaites, Scodelario et Bardem, des nouveaux, et Rush et Depp, des anciens.
Mhm. Et on a fait C'est la vrai. distinction entre les deux. Bah, je sens que même Depp est en roue libre à certains moments. Ah C'était oui, déjà non, le cas mais- dans les premiers films, mais là je sens qu'il est beaucoup plus. Ouais, doit y avoir un relâchement ouais, au niveau de la direction d'acteur, je pense. C'est bien possible. Eh ben, mon petit Jack, petit bilan. Donc, toi, je sens une pointe de déception, mais tout de même une certaine sympathie pour le film. Oui, voilà. Je suis pas non plus une grosse merde, je suis pas là à chialer parce que la saga est pourrie, même si bon, elle est quand même gangrénée. C'est un bon film. Et voilà, je vais dire exactement la même chose qu'en introduction. Voilà, je suis déçu, mais c'est un bon film. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un bon divertissement, c'est un bon blockbuster. C'est clairement pas transcendant, c'est clairement pas révolutionnaire, mais c'est sympa. Voilà. Et j'appuierai là-dessus. C'est sympa, c'est pas révolutionnaire. Pour moi, de mon côté, c'est plus une surprise qu'une déception parce que je m'attendais à ce que ça soit vraiment mauvais et au final, ça ne l'est pas. Donc, Mhm. on tombe sur le même avis, c'est-à-dire, on vous conseille d'aller le voir. Plus en fait pour vous faire votre propre avis que pour vraiment suivre ce qu'on vient de vous dire, parce que là, on a fait une espèce d'énorme patchwork où on a un peu tout évoqué. Et au final, même si on en ressort pas mal de positifs, on en ressort aussi des petits défauts, mais qui peuvent dépendre en fait de l'avis de chacun. Donc ça peut être intéressant justement que vous le voyez et qu'en fonction de ça, vous donniez un petit peu l'avis que vous avez ressenti du film, parce que là, c'est un film qui, je pense, va pas mal diviser, autant chez les fans que chez les nouveaux, clairement. Mhm. Et ben je te remercie, mon petit Jack, d'avoir participé à cette vidéo. Merci C'était à toi. important pour moi que tu Merci. fasses partie de celle avec notre bon ami Jack Sparrow, parce que je sais que tu es très très fan de Johnny Depp et de la saga. Oh oui, c'est vrai. Et merci à toi surtout de m'avoir convié pour cette critique. Je t'en prie, je t'en prie. Comme d'habitude, je mettrai le lien de Jack à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller checker son travail. En plus, il est dans un grand travail de remodélisation de sa chaîne, donc c'est hyper intéressant de voir ça. Et ben on va dire aux gens d'aller voir des films, mon petit Jack, parce que c'est bien d'aller voir des films, même quand ils divisent. C'est génial. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Salut.